Bien, je vais commencer assez vite, parce que, comme vous l'avez vu, il est déjà 45, et je me doute qu'à midi et demi, tout le monde aura un peu faim. Alors déjà, donc, je me présente, Maxime Victor, je fais partie de cette catégorie de personnes qui ont un prénom de famille. C'est plutôt facile. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion des émotions en GN pour les nuls. Alors vous allez voir, je vais vous expliquer juste après de quoi je vais parler pendant du coup 45 minutes. Il ne faudra pas hésiter à poser des questions à tout moment, et si une fois que je vous ai expliqué vous vous dites zut, c'est absolument pas pour moi, je le prendrai pas mal, hein, vous pouvez aller voir, il y a plein de choses super cool qui sont faites. Et si inversement vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés, vous envoyez des petits SMS, hein, il y a plein de places, faut pas hésiter. Donc pour les nuls, pourquoi? Parce que c'est avant tout ici une tentative de vulgarisation, sensibilisation. Donc je sais que c'est pas forcément le meilleur lieu, le GLIA, il y a plein de gens géniaux qui sont déjà au courant de plein de trucs, mais c'est pas grave, ça fait toujours du bien de rappeler ces choses-là et d'en parler. Donc ça veut dire aussi que je ne suis absolument pas un expert dans ces domaines-là, il est possible que je dise des grosses âneries à certains moments, et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter, vous levez la main, avec toutes les règles de politesse qui vous vont bien, vous m'expliquez, et comme ça fait des échanges. En fait, comme le camarade juste avant, pour ceux qui étaient là, j'ai hésité à faire une table ronde et un débat pendant très longtemps. Ça a été peut-être 2 semaines avant que j'ai dit « Allez, conférence !» Parce que j'ai vu, j'arrive à en parler tout seul pendant à peu près 45 minutes, donc avec des gens qui interviennent, ça devrait le faire. Donc pourquoi est-ce que je fais cette conférence? Parce que moi je suis un GNiste assez débutant pour le coup. J'ai moins d'une dizaine de jeunes à mon actif, mais récemment j'ai eu des expériences extrêmement intenses, que ce soit en positif et malheureusement pour moi en négatif. Du coup, je me suis dit, oula, mais toutes ces questions elles sont hyper importantes. Qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi les émotions? Comment est-ce qu'on les gère en GN? Et du coup, j'ai discuté avec des gens, je me suis rendu compte, mais en fait, il y a des tas de trucs qui sont déjà faits. Comment ça se fait que dans les GN, entre guillemets, normaux, personne n'en parle, personne ne le fait? Du coup, je me dis, je vais venir en parler au Génial, ça paraît cool. C'est aussi grâce à Michael, hein, l'organisateur que vous avez vu ce matin. Parce que lui, il m'a dit, non, mais viens en parler, tu vas voir, c'est cool. Donc j'espère que ça va être cool. Donc voilà, je ne prétends pas détenir la vérité, tout ce qui est exposé ici n'a que pour celui de susciter une réflexion chez les auditeurs. J'ai fait une phrase beaucoup trop longue sur un PowerPoint et j'en suis désolé. N'hésitez pas à participer dans le respect des règles de politesse, ça me paraît la base, mais on le rappelle, on ne sait jamais. Donc, hop là, le plan. Oui, parce qu'il y a un plan, je suis un prof. Les émotions, donc on va parler un petit peu, donc pourquoi est-ce que c'est important, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui les accentue, pourquoi est-ce qu'on en parle. Ensuite, je vais parler rapidement des mots de vocabulaire, des trucs que certains d'entre vous connaissent sûrement déjà, d'autres peut-être pas, d'autres peut-être que ça les saoule, c'est pas grave, je vais quand même en parler. Ce qui est fait est faisable par les organes et les genres, du moins de ce que j'ai pu en voir. Hein, j'en ai dit, je vais oublier les 3 quarts, c'est pas grave, comme ça vous allez pouvoir en parler, et après vous allez pouvoir en parler entre vous, c'est cool. Et en quoi est-ce que je pense que c'est hyper important, et pourquoi est-ce que c'est pour moi limite indispensable en fait, pour que ça se passe bien. Donc, oui, magnifique, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Parce que mine de rien, quand j'ai fait style, je me suis dit, c'est quoi une émotion? Je suis allé chercher des définitions, je me suis fait un peu mal au crâne, et voilà ce que j'en ai sorti, donc du Robert et de Wikipédia. L'émotion est une expérience psychophysiologique complexe de l'état d'esprit d'un individu lorsqu'il réagit aux influences biochimiques et environnementales. Autant dire, c'est un truc assez compliqué. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui connaissent mieux que moi ici, c'est extrêmement compliqué, il n'y a pas vraiment de consensus si j'ai bien compris. Et ce qui est important, c'est que ça peut venir de l'intérieur complet, c'est-à-dire de la biochimie, mais ça peut aussi venir uniquement de l'extérieur. Ça fait les deux, il faut avoir même souvent, si j'ai bien compris. Juste pour être sûr, est-ce que tout le monde ici a déjà ressenti des émotions? Non mais au cas où on aurait des IA dans la salle. Voilà, est-ce qu'on a des silent? Non, c'est bon. Ok. Donc voilà, vous avez la roue avec, c'est roue controversée d'ailleurs, à ce qui paraît, et encore, avec plein d'émotions, remords, ennui, en gros c'est des mots qu'on met sur des sensations qu'on a pour réussir à communiquer quelque chose qui fait de nous des êtres humains. Cette phrase est copyright, je vais la sortir. Pourquoi est-ce que selon moi c'est capital? Parce que quand je viens en GN, là je dis je, parce que je pense que c'est pour tout le monde pareil, mais je vais dire je, on vient pour passer un bon moment. J'ai pas dit un moment amusant. Il dit un bon moment, c'est hyper important. Et pour moi, passer un bon moment, ça veut dire vivre des émotions. Parce que, et même le fun, juste s'éclater, rire, le plaisir de taper sur quelqu'un avec une arme en latex, ça reste une émotion. Et il faut je suis là pour les ressentir. C'est pour ça que je mets le GN sans émotion n'a absolument aucun intérêt, pour moi encore une fois. Donc, ça va apparaître.
à des intensités plus ou moins grandes. Il y a certaines émotions plus négatives qui vont peut-être apparaître et d'autres plus positives, mais dans tous les cas, elles vont apparaître dans le GN que vous allez vivre ou que vous allez organiser. Donc, il faut se poser des questions. Et surtout, il faut faire en sorte que les gens soient en sécurité. Je pense que n'importe qui a organisé un GN ici, c'est forcément poser la question de la sécurité physique. Genre, je prévois une trousse de soins, des secouristes, si je suis dans un endroit dangereux, je balise. Ça paraît évident à tout le monde, j'espère, parce que sinon vous êtes des gens dangereux. Et le problème, c'est que souvent, ça n'est pas aussi évident pour la gestion émotionnelle, comme si c'était quelque chose de... Non mais ça, les gens y gèrent. Ça, il n'y a pas de souci. C'est comme le fait que, comme je disais, les psychothérapies ne sont pas encore remboursées par la Sécu sociale en France. Pourtant, ça fait partie un peu de notre être. De la même façon qu'on se fait un bobo, des fois, on a un bobo dans les émotions. Et il faut gérer ça. C'est indispensable. Et comme je le mets ensuite, donc voilà, être en sécurité, c'est hyper important. Et le deuxième truc le plus important, c'est se sentir en sécurité. Parce que si, en fait, les organismes ont prévu des tas de trucs, mais que je ne suis pas au courant, je ne vais pas me sentir en sécurité. Et j'ai découvert récemment, par ces expériences que j'ai faites, de petit GNiste, que si je ne me sens pas en sécurité, j'ai des blocages. Mais des blocages de malade. Alors que vous voyez, là, je suis plutôt quelqu'un d'extraverti. Et en GN, je suis incapable de faire ça. Si je ne me sens pas en sécurité, si je suis face à des gens que je ne connais pas, avec qui je n'ai pas brisé la glace, je vais être un robot. Je vais avoir beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à mettre la main sur l'épaule de quelqu'un. Parce que, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. On n'a pas tous les mêmes limites, on n'a pas tous la même facilité à aller vers les gens, vers les inconnus. Et du coup, se mettre en danger, entre guillemets, donc s'ouvrir à ressentir des émotions, ça demande de se sentir en sécurité, ça demande de savoir que la personne en face de vous, elle ne vous veut pas de mal, et ça demande à être sûr que si jamais il se passe quelque chose de pas bien, j'aurai quelque chose pour le gérer. Par exemple, si je fais de l'alpinisme et que je suis avec quelqu'un qui n'a pas un certificat pour l'apprendre, je ne vais pas me sentir en sécurité, du coup je vais augmenter les chances de faire des bêtises. Parce que du coup on stresse et voilà, ça fait plein de bêtises. Donc, troisième point, le GN simule des situations de vie. Les émotions peuvent apparaître. No shit Sherlock, vous allez me dire, mais vu qu'on simule, on est pendant en général 2 jours, voire peut-être juste une après-midi, ou un après-midi, les deux sont autorisés, je crois. On va vivre des situations intenses quand même. On est là pour vivre un bon moment, donc 2 jours importants, on va faire des choses tout le temps. Vous le savez déjà, des fois on va même pas dormir. On va jouer pendant 48 heures et on va jouer 40 heures. Bref, on va vivre plein de choses et comme on sait qu'il y a un début, un milieu, une fin, on va y aller à fond. Pas comme dans la vie où des fois on va juste prendre le temps de construire quelque chose avec les gens. Et ce que je dis, ces situations de vie, ça montre que le GN n'est pas dangereux en soi, c'est la vie qui est dangereuse. Ça, cette phrase, bon, je l'ai piquée, parce que je l'ai cool. Et c'est vrai, parce qu'il y a pas mal de choses dont je vais parler qui marchent, quelle que soit l'activité sociale qu'on expérimente. J'ai récemment eu quelqu'un qui a parlé d'une classe verte avec des élèves et des parents qui, en rentrant de la classe verte, donc après avoir vécu une semaine avec des gens, à être proches, elle a eu des appels ensuite des parents qui disaient « je me sens pas bien, je suis en déprime, j'arrive pas à revenir à la réalité ». Voilà, donc ça n'arrive pas qu'au GN. Ça arrive dans à peu près toutes les situations sociales. Mais comme le GN, en plus, vous demande de jouer un rôle, il y a des problématiques inhérentes au GN qu'il faut déjà, j'ai le terme réifié, il faut en prendre conscience, il faut avoir les mots pour en parler. Et une fois qu'on a les mots pour en parler, on peut développer des techniques pour les gérer. Et comme je dis, si on ne met pas de gestion, vous pouvez avoir des joueurs qui ont un mauvais jeu, moi, vous pouvez avoir des gens qui se mettent en état d'isolation parce qu'ils ne sont pas compris, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, ils ne se sentent pas bien. Moi, par exemple. Et il y a des gens qui peuvent même se mettre en danger, ou mettre les autres en danger. J'espère que ça parle à tout le monde ce que je dis là. Et que vous avez tous en idée peut-être un GN où vous avez vécu ce genre de choses, où vous avez vu des gens vivre ce genre de choses. Et il y a des fois on sait comment gérer, des fois on ne sait pas. Et on va voir ce qu'on peut faire. Alors, excusez-moi, je regarde l'heure régulièrement pour ne pas avoir de problème. Ok, très très bien. Ce qui peut les générer. Oui, parce que j'ai un peu réfléchi, pour moi, il y a plein de choses qui peuvent générer ces émotions. Évidemment, quand vous êtes organisateur et que vous êtes game designer, vous allez faire des règles. J'ose espérer. Des fois, vous allez me dire, non, mais c'est bon, les règles, on peut s'en passer, c'est les gens qui jouent. Non, c'est pas vrai, il y a forcément des règles. Et le choix des règles est hyper important. En fonction de ce que vous choisissez de simuler, en fonction de ce que vous écrivez, vous allez susciter chez les gens des possibilités de jeu. Et vous allez, en fonction de ce que vous allez faire aux gens, susciter des émotions.
Et il faut en prendre conscience. Quand j'écris une règle, je l'écris pas juste ah oui c'est vrai il faut gérer les PV. Non. Il faut gérer les PV, déjà ça veut dire qu'on peut mourir. Première chose. Bah oui mais c'est pas tous les gènes. Oui. Un point de vie, votre très bonne question. Il faut gérer les points de vie. Genre par exemple, ça veut dire que mon personnage peut mourir parce que s'il a des points de vie, ça veut dire que quand il en a plus, il est proche de la mort. Et voilà, c'est des choses comme ça. On va y revenir beaucoup plus tard, mais voilà, il faut se poser. Je donnerai des exemples beaucoup plus tard. Voilà, c'est un teasing. Les situations de jeu, ça me paraît évident, mais oui, quand on envisage des situations de jeu et quand on les joue, bah oui, il y a des émotions qui vont apparaître. Quand je joue une rupture avec quelqu'un, là je pars tous dans le négatif. Ça va susciter des émotions chez moi et du coup chez le personnage. Et quand je fais une fête, en tant qu'organisateur, vous prévoyez le premier soir, c'est un soir de fête. Et bien rien qu'en termes de game design, là vous avez prévu de susciter des émotions a priori. Et quand vous écrivez les VG, ça c'est les backgrounds, les historiques. Quand vous écrivez un historique de personnage, il faut déjà se poser ces questions. Alors, en écrivant ça, qu'est-ce que potentiellement je vais susciter comme scène? Donc qu'est-ce que je vais potentiellement susciter comme émotion? On parle de potentiel là parce que le GN c'est un jeu émergent. Hein, on le sait bien, les joueurs après ils vont faire un peu ce qu'ils veulent, mais je pense que tous ceux qui ont été orgas ici peuvent confirmer, on a un peu de pouvoir quand même. Hein. On a un, quand je dis on, j'ai jamais organisé, mais vous avez du pouvoir entre les mains. Vous êtes vraiment, quand vous organisez quelque chose, quand vous écrivez des règles, vous avez du pouvoir sur ce que vont vivre les joueurs. Et comme disait l'oncle Ben, grand pouvoir, des grandes responsabilités. Voilà. Et le hasard, alors la situation personnelle, et oui parce que des fois il y a des gens qui s'inscrivent à un GN et vous leur faites un casting et vous dites ouais pas de soucis, je suis chaud, je veux jouer des histoires hyper tortueuses. Il s'inscrit au PIF en janvier et le GN a lieu en août. Je peux jouer des drames et compagnie. Entre temps par exemple son père est mort et il a vécu une rupture amoureuse. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et ben en général on va se taire en tant que joueur. On va pas le dire parce que déjà on se sent pas écouté, souvent. On n'a pas l'opportunité de le dire. Et si on le dit, on dit ah ouais, mais on avait prévu des trucs de ouf et ça avait gâché plein de choses. Ok, bon bah je vais prendre sur moi. Worst idea ever. Pire idée du monde de vouloir prendre sur soi. Et le hasard, parce que j'ai entendu des histoires de gens qui ont joué à des GN les plus kawaii du monde, donc des trucs super mignons. Kawaii, mignon, japonais. Translation, English. Et qui se retrouvent face à une situation qui leur rappelle un truc hyper glauque de leur enfance. Et là, vous êtes face à quelqu'un qui est en break, et là vous vous dites ah mais zut, mais on avait prévu un GN kawaii, on n'avait pas prévu de gérer ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, même dans le GN le plus kawaii du monde, il faut se poser des questions et éventuellement mettre en place des outils. C'est peut-être mieux que les outils soient là et qu'on n'en ait pas besoin, plutôt que l'inverse. J'ose espérer que c'est le cas. On a un œil, merci. Hop là, je vais y arriver à maîtriser. Alors, skill est. Je crois que j'ai sauté une diapo. Non, c'est bon. Skill les accentue. Ça, c'est un truc, moi, qui m'a vite saoulé en GN, qui me saoule d'ailleurs encore aujourd'hui. C'est la gestion du sommeil. Beaucoup trop de gens disent c'est les gens qui se gèrent tout seuls. Le problème, c'est qu'en fonction du site que vous avez choisi, on ne peut pas forcément dormir quand il y en a qui ont décidé de faire la fête. Et il se trouve qu'il y a des gens qui ont tendance à pas réussir à dormir le matin, genre un rayon de soleil il se réveille, genre moi, 7h du matin, et le problème c'est que quand on n'a pas pensé à gérer la fatigue, genre on n'a pas dit à partir de minuit plus personne ne joue, interdiction de faire du roleplay, bah oui c'est possible, ça paraît thermique mais c'est possible et spoiler ça marche. Plus le droit de faire du roleplay, on va se coucher s'il vous plaît, voire même des gens qui ont autorité pour dire aux gens de se coucher. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de problèmes avec le fait de ne pas dormir. Ça, on a pas mal qui se sont renseignés là-dessus. C'est physiologique, que vous le vouliez ou non. On gère plus ou moins bien la fatigue, mais ces choses-là, vous allez les ressentir si vous êtes privé de sommeil plus ou moins longtemps. Donc, capacité mentale diminuée. Je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps. Oui. Le lait de ceux qui les accentuent, ce serait les émotions, les effets négatifs des émotions. Ce qui accentue même les émotions pour moi. Ouais, quand je dis émotion, c'est positif, négatif. C'est pas, cette référence, c'est pas uniquement sur le fait de dire c'est mal les émotions et attention, vous faites du mal aux gens. Non, vous pouvez faire des trucs de ouf aussi. Je l'ai bien répété au début, tu fais même me le dire, je le répète. Pour moi, c'est capital. Je veux vivre des émotions en GN, je veux vivre des trucs intenses, mais je veux me sentir en sécurité. En fait, le manque de sommeil, tu peux l'utiliser aussi. Exactement, et ça, ça peut être super intéressant. Mais pour bien utiliser le manque de sommeil, il faut prévenir les gens. Quand je m'inscris à un GN, si je suis pas au courant qu'on va me priver de sommeil, ça s'appelle de la torture. Non mais les mots sont importants.
Parce que voilà, capacité mentale diminuée, j'ai la prétention d'être plutôt bon en énigmes, et dernier GN que j'ai fait, j'avais pas dormi beaucoup pendant 2 jours, je me suis retrouvé comme une bille devant des trucs, je devais relire une phrase 4 ou 5 fois, et après je me dis merde, je l'ai toujours pas lu, je l'ai toujours pas compris. Ouais, on devient très mauvais quand on n'a pas dormi. Capacité de jugement altérée, ouais, on est mauvais à juger, donc on prend des décisions à la con. Des fois ça crée du jeu sympa, des fois ça crée du jeu tout pourri. Capacité de concentration diminuée. Et on a tout le temps besoin de bouger. La preuve, j'ai passé une nuit de GN hier, donc j'ai très mal dormi, donc je bouge tout le temps. Je suis en train d'illustrer mon propos. On fait un mauvais RP. Ça, je l'assimile juste après à l'alcool et la drogue. Quand vous êtes fatigué, quand vous avez fumé, quand vous avez bu, si vous pensez être plus dans le personnage et être bon, c'est faux. Voilà, c'est comme, on dira pas qui, mais je pense que tout le monde ici a déjà bu un peu trop, voire même peut-être consommé des produits illicites. Vous avez l'impression d'avoir des discussions de ouf. Non. Quelqu'un d'extérieur, il vous regarde et il fait, ils disent de la merde. Et c'est généralement là que le meilleur pote prend son téléphone et filme pour vous montrer le lendemain, regardez la merde que vous avez dit. Et ben en GN c'est pareil. Hein, vous faites de la merde quand vous êtes comme ça. J'ai fait de la merde. Voilà, quand vous avez quelqu'un qui est censé être super fun et qui arrive avec des cernes. Bon. Et possibilité d'hallucination. Et oui, même ça m'est déjà arrivé, c'est extrêmement perturbant, on a besoin d'entendre quelque chose, alors on passe pour quelqu'un de paranoïaque. Mais voilà. Long à récupérer. Et oui, quand on passe la 25e. L'intervenant se pointe du doigt. Et ben quand on passe de nuit à dormir très peu et que le lendemain on doit avoir des marmots à 8h et leur enseigner des trucs. Et ça prend du temps, on prend une semaine ou 2, et quand on est un gros géniste, on re-enchaîne sur des GN, et après on a des amis qui viennent nous voir, et puis après on va avoir des amis, et puis après on va au génial, et après on pleure des larmes de sang le soir chez soi. Et voilà, la fatigue, ça nous rend aussi plus émotifs, il y a beaucoup moins de contrôle de l'esprit sur les émotions, et du coup on les prend en pleine gueule. Alors des fois c'est bien de se reconnecter avec ses émotions, mais c'est bien aussi qu'elles ne prennent pas le pouvoir sur nous. C'est bien. Et voilà, et ça peut créer chez beaucoup de gens irritabilité, irascibilité. Ne me demandez pas ce que ça veut dire ce mot. Sentiment de solitude, hein. Je mets bien des sentiments, parce qu'en vrai, ça se trouve, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, mais vous vous sentez seul. Sentiment de dépression, en particulier chez les gens qui se savent sensibles à la dépression, le manque de sommeil, ça peut très vite vous plonger dans des états pas cool à vivre. Et alors qu'il n'y a pas de raison, en fait. C'est physiologique. On va avancer. Non, on revient en arrière, je vais y aller. Voilà, donc ce qui les accentue, les émotions, et en particulier pour le coup, positives ou négatives. Donc il peut y avoir les conditions météo, et ouais c'est tout bête, mais il pleut, et on va pas forcément avoir tendance à faire la fête dehors. Et c'est tout. Ça vous pouvez pas le contrôler, je suis désolé pour vous. Pas encore. On vit en 2016, on fera cette conférence en 2025. L'alcool, déjà parlé, pour moi, j'ai discuté hier avec des étrangers, c'est marrant parce que par exemple en Finlande et au Danemark, oui, c'est des endroits où c'est culturel, ils ne boivent pas en GN, c'est prohibé, oui, en Finlande. Ceux qui connaissent les Finlandais, ça doit être étonnant. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un Finlandais. Voilà, et du coup, eux, ils savent que non, on bannit. En France, on va dire, ouais, voilà, il y a la culture française. Non, en Finlande, ils ont la culture finlandaise et ils arrivent à le bannir. Parce que ce serait quand même pas mal que quand on arrive en GN, la première chose que quelqu'un vous dit, ce soit pas « Salut, tu veux un verre ?» Bonjour Maxime. Trou, vécu. Oui. Pour l'alcool, on part souvent en groupe, exemple de 5 personnes. S'il vous plaît, j'arrive pas très bien à entendre. Et en gros, la règle qu'on a fixée, c'est qu'en jeu, on a interdit de boire de l'alcool à 18 heures. Interdit de boire de l'alcool de comment, pardon, j'ai pas entendu. De quoi? J'ai pas entendu. Pas avant 18 heures. Parce qu'on estime que c'est les moments où il y a les combats. Et que justement, le fait d'avoir un peu trop bu peut accentuer les mauvais coups aussi. Donc, plus des émotions. Ça peut aussi rendre la personne dangereuse. Et on a eu un passif d'une personne qui avait trop bu. Dès qu'il arrive le premier soir, qui s'est battu avec un plan, on a dû régler ça à 7h du matin avec les organes. Donc autant dire qu'on est assez... on fait très attention à l'alcool, et en gros, généralement, c'est le dernier soir, on va se lâcher quand le jeu est terminé, et qu'on sait qu'on va avoir la vue pour récupérer, et finalement, on va juste pouvoir partir à 14h. D'accord, merci. Ouais, je dis pas, je confirme, je parle pas de prohiber totalement l'alcool. Il y a des exemples, mais ce qui est important, c'est de l'encadrer. Parce que en fonction du jeu que vous faites, c'est plus ou moins logique d'en apporter, c'est plus ou moins logique de laisser les gens. On peut aussi, voilà, par exemple, limiter les quantités, dire les gens, vous en apportez pas à vous, on gère,
mais pas à partir de telle heure, tout à fait. En tout cas, en termes de game design, quand vous pensez un jeu, il faut penser à cette question. Quid de l'alcool? Qu'est-ce qu'on fait? Mais d'ailleurs, j'ai remarqué de plus en plus, quand on s'inscrit à des GN, il y a déjà marqué. De plus en plus, donc c'est sur la bonne voie. Il faut continuer comme ça. La drogue, ça par contre j'ai l'impression que j'ai pas vraiment vu beaucoup de GN où il y en a. Je fais pas de médiéval en même temps, de médiéval fantastique, on est là pour se péter, se taper la gueule. Ça, oui, désolé, je suis pas parfait. Mais voilà, c'est le genre de choses, ça peut vraiment aller loin la drogue. Moi je parle des émotions, mais même en termes de sécurité physique, là on peut frôler des catastrophes. Les situations personnelles, j'ai déjà esquissé ça, vous savez pas ce que les gens vivent, sauf si c'est des amis, que vous organisez juste votre petit gène pour vos amis, dans ce cas-là, vous pouvez potentiellement aller plus loin si vous les connaissez bien, mais vous connaissez pas les gens. Vous avez besoin de les connaître des fois si vous leur faites des choses bien dures. Il peut leur arriver des choses, donc de la nécessité d'être ouvert à la communication, parce que voilà, il y a des situations qu'on peut vivre en GN qui, en fonction de ce qu'on a vécu plus tôt, peuvent faire écho. Les choix de mise en scène ou de RP, bon, ça me paraît évident que ça va jouer sur les émotions, je l'ai quand même mis, on sait jamais. Et la pression du groupe. Ouais, la pression du groupe, c'est ça peut être hyper nocif, c'est-à-dire que vous êtes au milieu d'une scène et vous sentez bien que si vous quittez cette scène, ça va pas le faire, on va vous en vouloir, alors vous êtes en train de vivre un truc qui vous met mal à l'aise, où vous êtes avec des gens, clairement, je sais pas si tout le monde l'a déjà expérimenté, c'est assez dur à expliquer cette pression qu'on sent en se disant si je le joue pas, on va m'en vouloir. Si je m'en vais, on va m'en vouloir. Bref, on s'auto-juge négativement. Et ça, il y a des outils. Et ça, voilà, je vous fais des constats là, mais je vais voir. Après, il y a des outils qui permettent de gérer ça et d'éviter ces problèmes-là. Déjà, il y a le fait d'être attentifs les uns aux autres et il y a des techniques qui ont été développées pour ça, qui marchent plutôt bien de ce que j'en ai vu. Donc là, je pense qu'on a bien fait. Voilà, on a fait un très bon panel. Est-ce qu'il y a déjà des questions, remarques? Là, c'est la fin du grand 1, donc les émotions de manière générale, gros débroussaillage de pourquoi cette question est importante pour moi. J'espère que c'est bien compris. Oui. Le fait précédent, tu as énuméré un certain nombre d'activités. On peut aussi inclure les émotions, sachant qu'on a vu les émotions avec des mentions positives et négatives. Pour la question de l'environnement et de l'organisation, est-ce que tu envisages le fait que tout ce que tu viens de dire là puisse être utilisé pour les raisons positives, entre guillemets, comme outil de mise en émotion? Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme l'alcool, je pense qu'on va d'abord parler sur la voie publique. Est-ce que le GN est une voie publique? Ça, je ne sais pas. En France, on peut encore présenter des trucs qui déjà. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le reste et qu'est-ce qu'on peut. Voilà, la question du groupe, c'est évident. Je crois que les gens viennent en GN. Pour ça, moi je suis aussi fan de l'expérience, mais j'ai été frappé par le fait que quand pendant 2 jours on s'adresse à toi, un grand panel de gens, 100 personnes différentes s'adressent à toi, comme ton personnage, comme celui qui essaye d'être, et du coup, ça a un impact qui est très fort, qui est positif pour l'immersion. Et là, on a clairement une question du groupe, le fin qui est clairement explicitement recherché. Voilà, je ne sais pas comment on peut mettre ça. Alors, il y a plusieurs points dans ce que tu dis. Pour la drogue, donc voilà, l'État français m'a interdit de vous conseiller de l'utiliser. Donc je ne donnerai pas mon avis, si ce n'est que c'est mal. L'alcool, bah oui, par exemple, ça peut être utilisé de manière positive. Hein. Si tout le monde est prévenu à l'avance, en vous inscrivant à ce jeu, vous vous engagez à passer une soirée de 20h à 23h avec des gens, vous allez faire un concours d'alcool. Mais ça, il faut que ce soit clair à l'inscription. Quand les gens sont au courant de ce pourquoi ils viennent, ils disent « Trop bien, on va pouvoir faire une fête de ouf, on va pouvoir un peu se pinter la gueule, mais c'est prévu. » Et il y a des choses mises en place pour. Oui, ça peut être super positif, ça peut créer un esprit de camaraderie avec les gens, parce que voilà, on a pris une cuite ensemble, c'est cool. Personnellement, je viens pas au GN pour ça, mais il y a tous les goûts. Donc, possiblement, je pense que ça peut être utilisé. Comme on disait, la fatigue, si tu veux jouer sur un GN où tu as envie d'expérimenter ce que c'est que d'être un soldat qui est assiégé, je crois qu'il y en a un qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Nexus 6, merci, qui joue là-dessus. Quand vous vous inscrivez, vous savez que vous allez expérimenter la pression, la fatigue, etc. Et ça peut être génial, mais comme là, il faut être prévenu. Et pour la pression du groupe, alors j'avoue, je ne suis pas du tout expert. Du coup, on peut en discuter après, mais je pense que ce serait un peu long si on commence à en discuter. Moi, pour le moment, je vois beaucoup les aspects négatifs.
Je pense qu'il y en a des positifs, mais il ne faudra pas hésiter à ce qu'on en discute après. D'autres questions? Oui? Sur la gestion de l'alcool, il y a un GN qui est organisé ce soir, qui s'appelle le GN Pompette, qui est un GN qui reprend la trame d'une émission de télé qui s'appelle Les Recettes Pompettes. Ouais. Et donc dans la note d'intention, c'est très très clair que le but est de cuisiner bourré. Et il y a ça fait partie de la note d'intention et c'est conçu comme ça. Et donc on peut utiliser l'alcool à des fins en plus d'amusement parce que je pense qu'on peut l'utiliser pour beaucoup de choses, mais là c'est vraiment pour l'idée de cuisiner en étant pompette. Et c'est très bien cadré, le jeu a déjà été organisé et ça se passe vraiment très bien. Oui? Une idée par rapport à ce qu'on quand on présente les personnages dans le processus de Paul de Exupéry, je cherche des relations incidentelles. Il y a pas mal de gens qui listent un truc qui s'appelle Play Up, c'est-à-dire la liste des choses que veulent que les autres les poussent à faire ça. Du style, je suis censé être un personnage violent, mais je fais 1m30. Donc, ayez l'air de flipper quand je suis là, parce que sinon c'est pas très crédible. Et du coup, il y a la pression du groupe de tuer une personne dangereuse. Donc, ils listent les choses sur lesquelles ils veulent que les gens aient la pression pour les aider avec un personnage. Une lay down, c'est vous pensez que je suis complètement débile à ça et quand j'essaie de le faire, foutez-le moi. Ça demande un gros travail il n'y a pas de capacité d'anticiper les scènes d'identifier à l'avance les scènes qui vont produire et auxquelles je souhaite peut-être mettre en valeur. Non, la liste, c'est plutôt c'est pas une liste de scènes. C'est je suis un personnage qui est comme ça. Si vous voyez, enfin, c'est je suis nul en classe. Si je dis quelque chose, a priori j'ai tort. Donc c'est différent. Des trucs. Oui, ça demande d'anticiper qu'il y aura une scène de classe, c'est un peu cette là Je pense quand même que la plupart s'il y a des organisateurs ici, ils vont se rendre compte que je suis le genre de joueur chiant parce que je leur demande énormément de boulot. Donc oui, il y a du boulot. Mais les résultats sont, je pense, à la hauteur des... Plus on investit et plus on peut avoir des bons résultats. Donc les mots de vocabulaire, oui, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Je vais en parler assez rapidement. Est-ce qu'il y a des gens pour qui tous ces mots c'est flou? Ok, c'est cool. Donc on va passer un peu de temps. C'est des mots importants parce qu'à partir du moment où on a identifié, on a donné un nom au phénomène, ça permet de réfléchir à comment on le gère. J'espère que tout le monde est d'accord sur l'importance de ça. Parce que j'ai rencontré des gens qui disaient moi les mots de vocabulaire je trouve ça débile. Oui, c'est un choix. Il y en a aussi qui pensaient que donner des classifications à la peinture, à la sculpture, au cinéma c'était débile. L'histoire leur a donné tort. J'espère que ce sera pareil pour le GN. Ah oui, désolé, je vous ai pas prévenu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal avec les images de sang? Je suis désolé. En plus, j'avais prévu de poser la question, mais j'ai été pris par le temps. Non, c'est bon. Voilà. Y a-t-il un docteur dans la salle? Même en sociologie, ça va. Donc, le bleed in. Donc, bleed en anglais, saigner. Donc, quand il y a un transfert, j'ai une passerelle, transfert du réel vers le monde imaginaire. Donc, c'est un transfert inconscient. J'espère que tout le monde est persuadé que ça existe, l'inconscient. Parce que même en 2016, il y a des gens qui pensent que ça n'existe pas. C'est un truc que vous pouvez pas, du coup vous le contrôlez pas, c'est un truc du joueur, donc vous, désolé j'ai pas mis joueur, joueuse, j'ai essayé de trouver des participants, désolé pour l'inclusivité, vers le personnage. Par exemple, j'ai eu des exemples un peu variés, j'ai fait du yoga avant le jeu, parce que oui le yoga c'est cool, et du coup je joue mon personnage de manière décontractée, parce qu'après avoir fait une bonne séance de yoga, on est décontracté. Mais là c'est inconscient, si vous le faites volontairement, genre je vais faire une séance de yoga pour être décontracté, c'est plus du bleeding. Ok ? C'est du steering, on va le voir juste après. Je suis énervé en jeu à cause du boulot. J'ai mis le boulot, mais ça peut être des tas d'autres choses. Et ben j'arrive, je devais arriver au GN à 16h, on m'a collé une réunion à 18h, du coup finalement j'arrive au GN à 2h du matin, après avoir tapé 3 heures de route, bref je suis énervé, j'arrive et je joue mon personnage énervé même s'il n'a pas de raison. Ça peut arriver, oui. Et les gens en face de vous, ils vont vous renvoyer ça, le fait que vous êtes énervé. Et c'est pas forcément bon pour vous, c'est pas forcément bon pour votre expérience, c'est pas forcément bon pour les autres. Mais ça peut aussi être super cool, donc vous pouvez être positif, négatif, les deux. Efficacité. Ça va le bleed-in? Oui. On est d'accord que ça prend en compte aussi les trucs qui sont plus profonds, c'est-à-dire par rapport au caractère de du joueur et tout ça. Un exemple? Parce que là, tu parles de situation, c'est-à-dire j'ai fait du yoga avant le jeu, je suis énervé avant le jeu à cause du boulot. Typiquement, un joueur qui est hyper timide et à qui on demande de jouer un personnage hyper éloquent,
On est d'accord, ça rentre dans la définition du Moi, je pense que ça rentre dans la définition. Oui. Je pense que l'exemple le plus probant dans cette situation, de pas dire plus profonde, c'est quand tu n'aimes pas quelqu'un et que tu te retrouves à jouer avec. Naturellement, normalement, tu es censé jouer de manière positive, tu essaies d'incarner ton personnage comme tu peux, mais même inconsciemment, tu vas mal le traiter ou diminuer ta relation avec. Je pense que. Mais ça reste du relationnel. Ça arrive dans le relationnel, mais je ne pense pas que l'inclusion. Pardon, je me suis oublié. J'étais en train de parler. Sur le caractère, tu parlais. Sur le caractère, il est évident que ton building va forcément toucher dans ton jeu et que tes traits de caractère personnel font transparaître. Donc ça en fait partie. Ça en fait partie. Parce qu'il est impossible de jouer parfaitement un personnage, même un acteur professionnel, même si potentiellement il est censé pouvoir jouer parfaitement ce rôle, va laisser transparaître des morceaux de lui. Évidemment, on n'est pas des acteurs professionnels, on n'a même pas de formation pour ça. On va laisser transparaître des morceaux. Et parfois, quand on est bien, et building, c'est tout le concept, c'est parfois nous-mêmes, notre conscience se cache en se disant oui, mais c'est la meilleure manière d'interpréter ce personnage. Parce qu'on le sait, et qu'on sait comment interpréter quelqu'un d'énervé. Parce que c'est comme ça. Mais dans ce cas-là, même nous, on vient cacher les raisons inconscientes. Et c'est vraiment à ce moment-là du building, parce qu'on ressent de ça en se disant mais je comprends pas, je t'ai écrit dessus, mais c'était parfaitement mon personnage. Non, c'est parce que tu m'aimes pas. Ouais, mais ça veut dire que c'est vraiment un truc à plusieurs niveaux en fait. Ok, merci. Et du coup, oui, c'est un truc que j'ai pas dit au début, mais que j'avais pris dans mes notes. Il y a un présupposé aussi à tout ça, c'est que pour moi, les émotions, quand vous les ressentez, elles sont vraies. Vous pouvez pas dire c'est le personnage qui a ressenti une émotion. Parce que, en tout cas pour moi, physiologiquement, quand vous ressentez une émotion, de la colère, a priori votre cerveau il a envoyé des messages à votre corps, il y a des limites que vous allez exprimer. Bref, les émotions, vous les ressentez, que vous le vouliez ou non. Après, des fois, on peut jouer. Et c'est là que le truc est. Et moi, la question que je me pose, parce que vu les découvertes qu'on fait sur le cerveau, je me dis qu'on va découvrir de plus en plus de choses. Je me demande à quel point, quand je joue l'énervé, est-ce que je suis pas en train de mindfucker mon cerveau et en train de m'envoyer des signaux d'énervement en même temps? Si, c'est sûr. Vécu la semaine dernière. Si. Voilà. Donc merci. Le pendant inverse que beaucoup de joueurs recherchent, apparemment. Le bleed out, qui est également un transfert théoriquement inconscient. Cette fois-ci du personnage vers le joueur. C'est-à-dire les situations de jeu génèrent des émotions théoriquement pour le personnage, mais vous les prenez pour vous. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, quand on ressent des émotions, eh ben on les ressent. C'est un truc que beaucoup de gens, du moins de ce que j'ai vu, viennent le chercher en GN, mais il faut être sûr de ce qu'on vient chercher, il faut être sûr des émotions qu'on peut rencontrer. Parce que sinon, alors des fois on peut se faire surprendre et on est content, on peut être agréablement surpris. Mais malgré tout, le fait d'être prévenu sur ce qui peut se passer n'empêche pas la surprise. Voire même au contraire, permet plus d'ouverture à la surprise. Moi, c'est ce que moi j'ai vu. Et puis ça peut être extrêmement positif. Exemple personnel, machin était mon meilleur pote en jeu alors qu'on se connaissait pas et j'ai envie de le revoir en jeu pour passer de bons moments. Voilà. Et ça, c'est mon premier GN avec Michael, l'organisateur. Et c'est super cool. Et j'ai rencontré plein d'amis. Je pense que plein de gens ici ont rencontré plein d'amis, voire même ont eu des histoires de cœur comme ça. Bah, des fois, le bleed out, ça peut être super positif. Mais c'est important quand même de sortir du jeu derrière pour se rendre compte de la réalité. Des fois c'est sympa mais un peu bizarre, genre j'ai vécu une scène de séduction avec le personnage de machin et derrière je continue à me sentir attiré par lui. Ça peut mener à des situations un petit peu compliquées et du coup utiliser des outils pour peut-être décorréler le vécu du personnage et le vécu du joueur, ce serait une bonne idée là parce qu'on peut arriver à des trucs un peu bizarres, je vous laisse imaginer. Et voilà, d'autres exemples, je me suis senti traqué en jeu, je continue à flipper en jeu, ça peut arriver à beaucoup de gens, genre vous avez été la personne à abattre, et après dans la réalité, ils font, dès que vous asseyez quelque part avec vue sur la porte, enfin ouais, ce genre de choses. Donc voilà, oui. Et là aussi, ça marche aussi avec le caractère du personnage. Par exemple, si on a vu un dépressif tout le week-end, bah, à la fin du week-end, on est déprimé. Merci. Voilà. Donc, le GN Blues. Voilà, on s'amuse comme on peut. Un truc que je pense à peu près 100% des gens ici ont déjà expérimenté, si on n'est pas à 100%, on n'est pas loin, c'est voilà, situation de déprime suite au retour à la réalité. C'est, voilà, vous avez vécu un week-end de fou, vous avez eu le pouvoir sur le monde, vous avez joué un personnage grandiloquent ou au contraire dans l'ombre, mais avec, enfin bref, vous avez kiffé ce que vous avez joué, et là, le lendemain, vous devez aller au bureau taper sur un PC. Change de boulot. Ouais, mais il y a des bonnes techniques.
Donc, change de boulot, ou même des fois, il peut y avoir des mélanges, je vais en parler après, mais voilà, les trucs que vous avez vécu, c'était trop cool, et les personnes, vous les voyez plus, et vous dites, ah non, il n'y a plus personne qui me comprend, en particulier, voilà, si vous vivez seul, ou avec des gens qui ne connaissent pas le GN, avec qui vous ne pouvez pas en parler, ou, enfin bref, vous pouvez vite vous sentir pas bien, vous n'avez plus d'emprise sur le monde, les situations réelles semblent fades, et ça, voilà. Ou alors il y a le pendant positif du blues post-GN, c'est qu'il y a des gens qui expérimentent des fois une super bonne humeur, genre c'est un truc de ouf, maintenant je veux m'investir dans ça, dans ça, et là ils sont plus, c'est la fête, leur vie a à nouveau un sens, et c'est génial, c'est la fin de truc positif. J'ai leur vie, elle avait sûrement un sens avant, désolé. Mais donc voilà, ce truc-là, voilà, qui pense l'avoir déjà expérimenté ici, juste un petit sondage? Ok, merci, ça me rassure, on est pas. Ceux qui l'ont pas expérimenté, je vous en dis. Mais voilà, ça se gère. Hein. Par contre, j'ai déjà entendu parler d'orgas qui disent « Ouais, nous on cherche le GN Blue, ça veut dire que notre GN était bien. » Wow. Non. Genre, ok, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de dire des conneries, mais au bout d'un moment, il faut se rendre compte que c'est des conneries. Le GN Blue, c'est pas cool. C'est pas vrai qu'on dit qu'il faut s'en sortir. On dit qu'en général, si ça prend 1 à 3 jours, c'est pas trop grave. C'est bon, c'est un peu standard, c'est le temps de la réadaptation. Mais il y a moyen, vous allez voir juste après, il y a des outils pour permettre de ne même pas avoir cette latence de 1 à 3 jours. On quitte le GN et c'est bon, on est prêt à retourner dans la vie et juste une expérience positive. Moi, ça fait partie des expériences positives que j'ai eues récemment, les ateliers post-jeu, qui vous permettent d'avoir un avant, un pendant, un après, et on en sort. Et maintenant, la vie. Et c'est cool, j'ai pas besoin d'un GN Blues pour me dire que c'était un bon GN. C'est peut-être un GN dont je vais beaucoup parler, mais pas forcément bien du coup, malheureusement. Des fois on vient en disant « Ah, je n'arrivais pas à retourner la réalité ». Ouais, je sais pas si c'est une bonne façon de promouvoir le GN que de dire ça aux gens. Je sais pas s'il y a eu une Mireille Dumas dans le GN. Dans le jeu de rôle, on a un peu souffert de ça. Donc voilà. Ça va pour le terme? Oui. J'ai juste une remarque à faire. Oui. J'ai expérimenté il y a quelques semaines le GN Blues en Orga. Le blues orga, ouais. C'est pas super non plus. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez vécu pendant des mois à préparer un truc, vous étiez dans le flow, et le retour à la réalité après... En fait, j'ai fait jouer 7 sessions du même jeu en 1 an. Et là, j'ai terminé ma 7e session, la dernière session d'année, et là, ça a fait un gros... Je joue que dans 6-7 mois, et c'est bizarre. Voilà, et donc il y a besoin d'être accompagné aussi pour ça, de pouvoir en parler éventuellement. Okay, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas mis, mais le blues d'orga, il y a eu un article récemment là-dessus. Voilà, ça existe aussi. Voilà, le steering, j'en ai déjà parlé. Là, c'est un outil conscient. Vraiment, c'est, je me dis, j'ai envie de vivre telle émotion, j'ai envie de jouer avec telle personne, je vais piloter mon personnage. Donc ça peut être vraiment pratico-pratique, mais ça peut être aussi ce que j'ai dit, genre je fais du yoga volontairement pour me sentir décontracté. Et bah, du coup, c'est comme une sorte de workshop personnel. Ça peut être vachement cool. Bon, le truc important à se rendre compte, c'est que c'est conscient. Je connais machin et j'ai envie de jouer avec lui. C'est sympa de le faire sans priver quelqu'un d'autre de jeu au passage. Hein, faut pas oublier ça. Mais nos personnages ne se connaissent pas, bah, pas grave, je force le destin. Donc ça peut être un outil super sympa qu'à mon avis beaucoup de gens utilisent déjà, même sur l'inscription où on joue. Je pense pas qu'il y ait besoin de passer 40 ans là-dessus. Et les situations complexes, comme je dis, ça c'est que des mots qui caractérisent des phénomènes, et la réalité c'est qu'en vrai dans un GN vous pouvez expérimenter tout ça en même temps, voire même avoir des boucles positives et ou nocives, genre je me sens, ou alors moi ma personnalité est comme ça, du coup je joue plus comme ça avec mon personnage, mais du coup mon personnage se retrouve dans des situations où il va beaucoup plus ressentir ces émotions là, et du coup je me les reprends dans la gueule, et du coup je les remets, etc. Donc ça, bleed out. Et ça peut être hyper vertueux, comme ça peut être complètement cloisonnant et emprisonnant. Et pareil, cumulé à ça, ça peut intensifier le blues, parce qu'après on retourne à la réalité alors qu'on vient de vivre une chaîne émotionnelle hyper intense. Bref, voilà, pour avoir vécu une espèce de mécanique de tout ça récemment, à la fin il y a des nœuds dans le cerveau. On a beau avoir les termes, on est là, qu'est-ce qui m'est arrivé, putain. Mais une fois qu'on a mis les mots et que quelqu'un peut, et que vous êtes aidé éventuellement, quand on a mis les mots, franchement ça aide beaucoup. Donc être conscient de ça, ça aide. Oui. C'est quand tu dis qu'il va être aidé, tu donnes l'impression que c'est forcément négatif. C'est vrai. Alors que vivre des émotions, avoir du leader, ça peut être très positif et ça peut être des choses qu'on peut avoir appréciées. Donc on n'a pas besoin d'être aidé que si il fallait qu'on nous soigne et que c'était tout. C'est vrai. Oui. Pour avoir vécu un gros bleed
positif. Heureusement que j'étais dans une situation où tout le monde était très bienveillant, c'était lagogène, parce que le retour après, j'ai eu besoin de personnes qui étaient autour pour redescendre progressivement et pas me prendre le mur. Donc c'est quand même une aide, même si c'était très positif, c'est de décompassion. C'est assez. Oui. Moi, je voulais dire que demander de l'aide, c'est pas forcément positif. Ok. C'est une bonne remarque. Mais demander de l'aide, considérer par définition qu'on a besoin d'aide, ça veut dire que ce n'est pas une situation normale pour pouvoir changer. Alors en fait, non, ça peut être un truc qu'on a apprécié, et il n'y a pas forcément besoin, on ne ressent pas forcément le besoin d'être aidé pour s'en sortir. Mais si c'était des choses qui voulaient être okay. Le fait d'avoir été ami à quelqu'un en jeu, c'est cool. C'est cool et on n'a pas besoin, on peut voir. Mais ça a été important quand même de discuter avec pour se rendre compte de qu'est-ce qui venait du personnage et qu'est-ce qui venait des joueurs quand même. Oui. Je pense que même si c'est positif, t'as la notion. Ouais. Parlez fort s'il vous plaît. T'as la notion que tu vis dans ce qui est ça, positif ou négatif. Et qu'on parle d'un système à un moment où tu potentiellement décroches à quelque chose de négatif. Je pense que t'as aussi, c'est là où il faut être méfiant. Donc tu peux avoir des problèmes, même si c'est quelque chose de positif à la base, ce que tu veux. Oui. Oui. Le truc étant que comme j'ai commencé à 45, je vais être obligé de prendre un peu plus de temps parce que voilà, j'ai commencé à 45 à cause de la précédente. Voilà, je ne dépassais pas 45 promis. Alors voilà, donc on passe au grand 3. Comment est-ce qu'on peut gérer tout ça? Est-ce qu'il y a des questions sur le grand 2 sur ces termes de vocabulaire ou est-ce que déjà là on a bien discuté? Comment est-ce que, selon moi, et encore tout ça c'est pas exhaustif, comment est-ce qu'on peut gérer? Pour moi, j'ai découpé ça en 3 parties. Comment est-ce qu'on peut gérer avant le jeu? Comment est-ce qu'on peut gérer pendant le jeu? Comment est-ce qu'on peut gérer après le jeu? Gérer veut dire positif, négatif, les deux. Une note d'intention claire. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une note d'intention, ça veut dire expliquer, ça se travaille moi-même, je ne sais pas exactement clairement ce que c'est, mais ça veut dire exprimer clairement, avant l'inscription, qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que les gens ils vont trouver dans votre GN, pourquoi ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils doivent s'inscrire. Personnellement, je ne m'inscris plus à des GN où il n'y a pas de notes. Alors, du coup, j'en fais moins. Mais je me préserve. Mais ça devient intéressant. Il y a beaucoup de gens, quand on leur en parle, ils disent « Ah ouais, mais après, il n'y aura plus de surprise. » Ce que je disais, c'est pas grave si on est prévenu. Donc ça doit apprendre à se rédiger. Oui. Tout à fait. Ça, j'y viens après à ce que doivent faire les joueurs, justement. Des règles adaptées, donc le game design hyper important. Le meilleur exemple, un exemple que j'aime bien citer, c'est il y en a qui ont fait le Poudlard 1920 peut-être ici. C'est un GN où quand on se fait des bisous, vu qu'on joue des enfants, le game design c'est vous devez sortir une madeleine et croquer dans une madeleine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'intelligence de cet outil. La madeleine c'est le symbole de l'enfance, de la douceur. Et vous vous retrouvez, déjà vous vous embrassez pas en vrai, et vous vous retrouvez à croquer avec ça dans quelqu'un. Qu'est-ce que vous suscitez comme émotion si ce n'est de la douceur, de l'amitié? Et voilà, se poser ces questions-là, quand par exemple il y a un gène où on se dit, bon, a priori il y aura du sexe, on fait quoi? Et souvent la réponse est, oh, on va laisser les joueurs faire. De ce que j'en ai vu, c'est souvent des trucs en mode oh, on va mettre des safe words. Parce que j'arrive aussi après. Pareil, il faut penser comment est-ce qu'on peut les utiliser. Enfin, qu'est-ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire brider les joueurs. Entendons-nous bien. Ça ne veut pas dire les enfermer dans un carcan, surtout sur un gros jeu où on sait qu'il va y avoir plein d'émotions, mais du coup ça demande d'autant plus à y penser. Évidemment, si vous faites un micro-jeu où le but c'est d'explorer un truc à fond, là, le game design peut, entre guillemets, déjà être malgré tout très important, mais il peut être, je sais pas s'il est plus ou moins, je pense que la question se pose vraiment, je vais pas rentrer dans, parce que là je suis pas sûr moi-même de mon truc. Il n'est pas obligé de gérer toutes les situations. Si tu fais une situation qui est concrète et où tu sais exactement ce que tu vas faire dans le joueur, il n'y a peut-être pas besoin d'élaborer des règles de sexe si par exemple le jeu c'est faire un manger. Voilà, merci, très bon exemple. Du coup, c'est l'idée. Plus vous allez envisager de situations variées, plus il faut vous poser des questions de comment est-ce que les joueurs ils vont devoir envisager ça. Parce qu'il faut penser par exemple aux débutants. Il y en a à tous les GN, et pour l'avoir été il n'y a pas si longtemps, quand on ne sait pas comment faire, j'ai le droit de te toucher ou pas? Non mais c'est tout bête, hein. Mais si on m'a pas expliqué que j'ai le droit de toucher les gens, pourquoi est-ce que j'irais les toucher? Moi dans la vraie vie, je m'amuse pas à toucher les gens.
Enfin, j'ose espérer, je suis français. Un peu anglais dans le fond, visiblement. Donc voilà, pensez, chaque règle que vous écrivez, qu'est-ce qu'elle va susciter? Pourquoi est-ce que je l'ai pensée? Et si je la testais, hein? Parce que par exemple, pour la sexualité, moi j'ai déjà vu utiliser Lars Amandi. Il y a du très positif, mais il faut être prévenu à l'avance que tout ça, ça va être fait. Parce que ça peut créer un bleed assez hardcore de toucher quelqu'un loin et compagnie. Donc vous allez peut-être susciter chez les joueurs des émotions intenses. Il faut en prendre conscience. Si vous vous dites c'est trop cool, c'est ce dont j'ai envie, personne ne va vous juger. Hein. Juste prévenez les joueurs. Donc par exemple, je termine juste sur ma phrase et je donne la parole, désolé. Les règles, ce serait cool qu'on les ait avant les inscriptions. Je sais que c'est pas toujours possible. C'est possible dans les rééditions. C'est très compliqué quand c'est la première fois. Mais ce serait vraiment cool. Parce que des fois, on découvre un mois ou deux avant le GN comment ça va se jouer. Et là, bam, des fois, super bonne surprise. Et des fois, on fait ah, merde, mais ça va pas le faire. Je suis pas du tout là pour jouer ça ou pour jouer comme ça. Je pense qu'on a tous eu des mauvaises surprises de règles qui faisaient 80 pages. Et là, moi, je me serais pas inscrit. Hein. Si je vois qu'il y a 80 pages à lire, je m'inscris pas. Ça va aller, Cédric. On a une cellule après de débriefing, si tu veux. Oui, il y avait une question du coup. Je vais avoir un commentaire, un complémentaire en l'occurrence, qui est que faire des règles adaptées à son jeu, c'est à mon sens éminemment important pour responsabiliser les joueurs. Et responsabiliser les joueurs, ça passe aussi par le fait de leur faire tester les outils qu'on met à leur disposition, parce que typiquement la Samedi, par exemple, l'utilisation du safe-word, même si elle est extrêmement répandue dans nos communautés de jeu, reste assez malaisée. Animer des formations pour adultes, ce n'est pas quelque chose d'idée, ça s'apprend. Et animer des ateliers, c'est quelque chose que l'organisateur doit apprendre. Et faire tester l'utilisation des safe-words positivement et négativement me semble tout à fait crucial, parce qu'en France, on a une culture de jeu qui est basée sur le secret et le refus de la rupture de l'immersion. Et donc, du coup, les gens vont avoir un safe-word, ils vont se sentir en sécurité, certes, ils vont peut-être aller plus loin, mais peut-être qu'ils ne vont pas oser l'utiliser, vous savez, et il faut implanter, entre guillemets, ce réflexe chez les joueurs d'avoir recours à cette sécurité. J'avais prévu de le dire juste après, mais du coup c'est parfait, ça fait gagner du temps, c'est nickel. Donc choix du lieu et des conditions, bah oui, parce que si vous choisissez un lieu où les gens ils vont devoir faire du camping, et ben ils vont pas forcément bien dormir encore une fois, hein. C'est tout bête, mais on veut faire un jeu hyper fort sur l'immersion, aller loin, et il n'y a pas de douche. C'est horrible, non mais c'est tout con. Hein. Mais moi, si j'ai pas ma douche, je vais pas bien. J'ai besoin de ce moment où j'ai de l'eau qui coule, où je me permets de me reconnecter avec moi-même. Si je me retrouve à dormir dans des sales conditions, je vais être un monstre le lendemain, je vais être horrible. Enfin bref, voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Oh, on veut aller dans ce lieu, il est trop beau. Qu'est-ce qu'il y a comme commodité? Les toilettes sont-elles accessibles? Y a-t-il des douches? Comment les gens vont-ils dormir? Et prévenir les joueurs, par exemple. Parce que quand on découvre à 3 mois du GN que en fait, faut s'acheter du matos de camping. Merde, je croyais que c'était dans un château avec des trucs cool. Merde. Pardon, et voilà, vécu aussi. J'avais peut-être mal lu. Ça arrive aussi, hein. Les joueurs sont très mauvais pour ça, hein. Faut pas l'oublier. Ils ont leurs responsabilités, j'y viens juste après. Et voilà, l'organisation d'ateliers, faut y penser. Voilà. Et les ateliers, ça se pense. Il y a une conférence là-dessus cet après-midi. Ou demain, je sais plus. Demain, pardon. Il y a une conférence là-dessus. Les ateliers, ça se pense. Vous pouvez pas juste reprendre les ateliers que vous aviez trouvés cool par-ci par-là. Non, hein, un atelier, ça a un but pédagogique, ça a un but de mettre les gens dans des situations. C'est exactement ce que tu disais. Le but, c'est de transmettre quelque chose, de leur faire. Bref, il faut l'adapter au jeu que vous avez envie. Et il faut faire des ateliers. Ah oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais il faut. Comme je dis, moi j'arrive pas à jouer sans maintenant. Je m'en organise même des mini. Il y a des joueurs qui ont leur propre routine. Ah, les pizzas sont arrivées. Bah, j'ai commencé avec 15 minutes de retard. Hein, alors, fêtez 15 minutes, c'est pas de problème, mais je préviens pour ceux qui ont l'épisode, on va le faire. Hop, bon courage, merci. De rien. Donc voilà, organisation d'atelier. Donc vous pouvez en entendre plus parler dans une autre conférence. C'est pour ça que je ne vais pas m'étendre parce qu'en plus le temps nous est malheureusement compté. Avant le jeu, donc voilà, avant le jeu, pour les joueurs, j'ai mis les participants. Ne pas s'inscrire à un GN pour les mauvaises raisons. Hein, parce que de plus en plus, quand il y a des gens qui font des GN en mode premier arrivé, premier inscrit, premier qui a une place, et qu'on voit qu'il y a des GN où les places partent en 10 minutes, il y a un problème. Il y a genre un gros problème parce qu'en 10 minutes, les gens ils n'ont pas lu la note d'intention que vous avez écrite. Et faudrait. Je sais pas, là j'ai pas la solution honnêtement. À moins qu'elle ait été donnée avant. À moins qu'elle ait été donnée avant, ce qui est probablement la meilleure solution. Merci. Mais en tout cas, voilà, s'il y a une note d'intention et des règles, les transmettre aux gens via le Facebook, on vit dans un monde connecté.
et dire aux gens, en gros, vous ne vous inscrivez pas si vous n'avez pas lu ça. Et voilà, et comme vous disiez tout à l'heure, bien préciser, ne venez pas à ce GN si vous voulez ça. Et les joueurs, faites l'effort de lire. Hein, je parle à moi-même aussi là. Lisez les règles, pensez-y, parce que le nombre de fois on voit des gens qui arrivent en GN en mode bon alors c'est parti. Alors t'es au courant, ça se passe comme ça, ah, c'est bon les règles. Hein. Pardon. Et je vais jouer avec toi après quoi. Et là du coup en plus, bleed, j'ai quelqu'un qui n'a pas lu les règles, moi je m'éloigne. Ça marche. Être clair vis-à-vis de soi-même, facile à dire, très difficile à faire. Hein. Quand on dit en janvier je suis prêt à jouer ça et qu'en fait on n'y est plus, c'est cool d'avoir réussi à faire le travail et de réussir à le communiquer, en parler aux orgas, dire finalement je suis plus prêt à ça. Ce serait bien qu'en tant que joueur on ait ce réflexe. Et du coup, en face, les orgas et les autres joueurs, soyez accueillants, soyez bienveillants. Vous dites pas oh quel casse-pied, il gâche la fête. Non, juste dites-vous c'est quelqu'un qui a besoin qu'on fasse attention à lui, on est tous là pour passer un bon moment quoi. Voilà, donc tout ça c'est ce que je pense est important avant le jeu. Pendant le jeu, je me suis trompé de terme, je voulais le modifier, j'ai pas eu le temps, désolé. Voilà, anticiper les situations, on peut jamais anticiper tout et c'est pas le but, on n'est pas là pour être des contrôles fric en général. Être attentif les uns aux autres, ça marche pour tout le monde. Orga, joueur, faire attention quand on se demande si quelqu'un va bien, et plutôt que de juste se demander est-ce qu'il va bien, aller vers lui demander. Et pour ça, il y a des techniques. Parce que oui, la culture française de on rompt pas l'immersion, moi je l'ai vécu il y a encore 6 mois, tout ça j'y croyais pas. Non mais c'est pas une blague, quand on débute, pour moi c'était immersion à fond, dès qu'il y a quelqu'un qui fait du méta, bam, je fais du bleed out dans la gueule parce que je suis agressif envers lui. Non mais situation vécue, quelqu'un qui fait du méta devant moi, je ressens de l'agressivité envers lui parce que merde, il m'a pourri mon jeu pendant seulement 30 secondes. Mais comme j'étais pas prévenu, moi je le prends mal. Et du coup d'ailleurs j'interagis moins avec son perso. Ouais, ça peut fonctionner, et ça, tout ce que je dis, ça arrive. Et mise en place de techniques adaptées, il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. Donc là, j'en explique quelques-unes. Safe room, un endroit où on peut aller en mode totalement hors jeu, j'espère. Un endroit où on peut aller se poser, prendre du chocolat, du café, un thé, discuter avec des gens juste. Il y en a qui le font tout seuls d'ailleurs, il y en a qui ils ont cette routine. En particulier, par exemple, quand on joue un personnage monstrueux, quand on joue quelqu'un de monstrueux pendant 2 jours, on a besoin de temps en temps de faire des câlins. Et de dire non mais je suis pas comme ça en vrai. Et c'est compliqué de le faire au milieu d'une scène avec tout le monde qui vous regarde, il y a une grosse pression. Alors avoir une salle pour ça où il y a quelqu'un qui fait des câlins, il y a des gens très bons pour les câlins. Non mais mineur, j'ai expérimenté ça un dernier jeu où je connaissais pas très bien la personne et on m'a dit non mais va lui faire un câlin, un effet, il m'a pris dans ses bras, j'étais là, oh tous mes problèmes s'effacent. C'est super important et c'est super cool. Oui, ça marche aussi juste avant le jeu où on sait que les 2 personnages savent avant de commencer le jeu qu'ils vont être en opposition pendant le jeu. Et juste avant le jeu, dire bon, ce sera pas moi, ce sera mon personnage bien, on se fait un câlin parce que c'est vachement bien. Merci. Et ce qui a augmenté est voilà, donc c'est le OK checking, je me suis trompé de nom. Par exemple, voilà, c'est cette magnifique. Excuse-moi, t'as une question, je suis désolé. Non, c'est pas une question, on parlait aussi de la gestion du sommeil des joueurs. Ouais. Faut pas oublier la gestion du sommeil des organes. Ah oui, plus d'organes. Ouais. Non, mais pas plus d'organes, plus d'organes frais et clairs tout le temps. Quitte à faire des rotations. J'ai vu dans un GN une technique avec un orga d'orga. Un orga qui a l'autorité sur les orgas pour lui dire toi maintenant tu vas te coucher. C'est bien, ça peut être cool. Oui. On peut avoir aussi des orgas des PNJ qui arrivent en cours de jeu. Ça marche très bien, ça en des visages nouveaux. Des nouveaux visages. Ah oui, non, et qui ont la patate, c'est ça. Des gens frais, quoi, qui arrivent le samedi. Deuxième technique que j'explique, qui pour moi, je l'ai encore jamais expérimenté, mais j'ai trop envie de l'expérimenter, donc c'est illustré magnifiquement ici. Le OK checking, c'est vous vous demandez si quelqu'un il va pas bien, est-ce que c'est du jeu ou est-ce que c'est pas du jeu. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde de se poser cette question en voyant quelqu'un. Et tout bêtement, faites ça, discrètement. L'intervenant effectue le signe OK de plongée. OK, parce que ceux qui ont fait de la plongée, ils connaissent. OK. Et voilà. Et si la personne vous fait juste un petit pouce vers le haut. Voilà, c'est que non, t'en fais pas, c'est du jeu, tout va bien. Et là, vous pouvez vous repartir, c'est bon, vous pouvez y aller à fond. Si vous fait l'intervenant agite sa main. Ou ça. Pouce vers le bas. Ça veut dire, ok, il faut qu'on viens, on va aller discuter. Il y a une safe room par là. Prenons un peu de temps tous les deux en méta pour en discuter. Ça marche aussi après une scène hyper intense.
Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait ça sur un jeu. J'ai fait une scène hyper intense et après j'étais comme ça. Je crois que ma journée est finie, je vais aller me coucher. Et non mais je suis allé me coucher, j'avais qu'une envie, c'était de faire un câlin à la personne avec qui je venais de m'engueuler. Et on n'avait pas d'outil pour se signifier cette envie. Et on va me dire, ouais, t'avais qu'à y aller hors jeu. Ouais, y'a qu'à Foucron, oui, c'est mieux quand on y est encouragé, quand il y a des règles pour vous le dire, vous allez spontanément. Quand il y a des règles et que vous savez qu'elles sont là, vous allez avoir tendance à les utiliser. Et donc à rendre le jeu plus safe. Bow out, ça c'est une technique que j'ai suggérée tout à l'heure à quelqu'un. On fait ça. Et en gros, toutes les personnes qui sont autour de vous, si vous en allez en faisant ça, elles ne doivent pas vous en tenir rigueur. Vous étiez là pendant cette scène, genre un jeu où il y a du protocole, ou par exemple, voilà, ça se fait pas, vous êtes un jeu Harry Potter, vous êtes dans la salle de classe, vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose, mais vous vous dites mon personnage, je l'aurais jamais oublié, et j'ai pas envie de quitter le cours. Donc vous faites ça, vous sortez, vous allez chercher votre truc et vous revenez, tout le monde doit faire comme si vous étiez là, personne ne vous en tient rigueur. Alors, et quand on en parle, il y en a qui disent ouais mais il y en a qui vont tricher. Un peu de confiance en l'humanité. S'il y a des gens qui trichent en tant qu'orga, vous pouvez aussi aller les voir et leur expliquer. Vous pouvez aussi faire une note d'intention claire en disant le but n'est pas de tricher, mais uniquement de se sentir bien et de vivre des belles scènes. Et s'il y a des gens qui trichent, je serais un peu triste dans notre milieu. Mais on sait jamais, c'est vrai qu'il faut y penser. Mais ça coûte rien de les mettre quand même. Et voilà, et les signes hors jeu, ceux qu'on connaît tous, mais comme d'hab, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, je peux te tutoyer. Désolé, réflexe. Donc comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, les safe words, ça s'apprend. Il y a beaucoup de gens encore qui se disent non mais les safe words en fait c'est juste une technique pour que les gens, vu qu'ils soient là, ils soient sécurisés et ils y aillent. Oui, mais en fait non. Parce que des fois on se dit a posteriori, là j'aurais voulu l'utiliser. Voilà. Moi des fois, je me suis récemment dit, là j'aurais voulu l'utiliser, sauf que j'y ai pas pensé. Pourquoi ? Parce qu'on m'a pas entraîné à les utiliser. Et donc faire des ateliers utilisation safe words, ouais déjà là on se dit, mais attends, mais on va jamais jouer. Avec toutes ces conneries, on va jamais jouer. Si, je vous jure, on va jouer. Peut-être moins longtemps, mais beaucoup plus efficacement. Donc voilà. Par exemple, quand vous dites aux gens arrivez le vendredi, ce serait pas mal d'arrêter de commencer les jeunes le vendredi soir, parce que de toute façon, tout le monde est en retard. Mais de commencer par des ateliers pendant le vendredi soir. Et ensuite, on commence le jeu genre samedi 9-10h. Comme ça, les gens, ils ont bien dormi au passage. Et là, vous pouvez faire un jeu assez long. J'ai presque fini. Il me reste 5 minutes, c'est parfaitement parfait. Des questions sur le pendant le jeu ? Oui, pardon. Je vais parler d'une technique que j'ai expérimentée sur un jeu, sur un joueur et où je me sentais pas bien. Et cette technique est originale que j'ai vue qu'une seule fois mais qui a très bien marché pour moi, donc je voulais en parler. En fait, j'avais une perte de distance avec mon personnage. Je ne sais pas si c'est quelque chose que d'autres ont déjà expérimenté, j'imagine que oui. Mais en fait, d'habitude, quand je joue et que je ressens des émotions, c'est moi qui les ressens, mais j'ai toujours une petite partie de mon cerveau qui me dit c'est ton perso. C'est une petite partie qui dit tout va bien, c'est safe. Mais sur ce jeu-là, j'avais perdu cette partie-là pour des raisons en jeu et hors jeu pendant le jeu. Et en fait, donc il y avait une safe room, donc ça c'était très bien. Je suis allé voir des organes dans la safe room et j'arrivais pas à me remettre dans le jeu en fait. J'étais vraiment confus. Et ce que les organes ont fait, c'est qu'ils m'ont remis sur les rails du personnage en me dictant ce que j'avais joué comme scène ensuite. Ils m'ont dit voilà, ton perso, là, il a besoin de ça. D'ailleurs, on a joué une scène dans la safe room, c'était une blague pour moi. On a joué une scène pour me remettre dans le perso, entre orga et le personnage. Et après, ils m'ont relancé sur le jeu en me disant maintenant, ton perso va jouer telle scène. Et après, ça m'a remis dans le jeu et j'ai remis de la distance entre moi et le personnage. Et après, ça s'est très bien passé. C'était une technique que je n'avais jamais vue et que beaucoup avait très bien marché. Merci. Moi, c'est vrai que c'est un truc que j'apprécie particulièrement quand les orgas viennent vous sous-entendre. Là, ce serait bien que tu fasses ça. Enfin, les joueurs sont plus ou moins OK, donc c'est bien de le mettre dans un questionnaire. Est-ce que vous êtes OK pour que les orgas vous donnent des directions ? Je ne sais pas si les gens ont déjà expérimenté ça. Personnellement, j'adore. Je trouve que ça permet vraiment de se mettre moins de pression à soi-même, de se dire que c'était une idée de l'organisation, je vais pouvoir générer des trucs super cool avec ça. Et ça va marcher parce que c'est prévu. Mais ouais, c'est une super idée. Comment gérer après le jeu ? Rapidement, je ne vais pas pouvoir en parler longtemps malheureusement, les débriefings, les discussions et le temps. Voilà, les débriefings, il y a aussi, je ne sais plus s'il y a une conférence là-dessus, il y en a eu une l'an dernier, le PDF, le PowerPoint est accessible. Le débriefing, il faut bannir ce mot, si vous pensez qu'un débriefing c'est expliquer l'histoire du jeu après, c'est pas le bon mot. Débriefing, ça veut dire mettre de la distance entre le personnage et le joueur. Ça peut être fait rapidement, ça peut être fait avec des discussions
rapide, ça peut être fait avec des rituels, le principe de jeter un morceau de son personnage au feu, c'est un truc que beaucoup de gens ont expérimenté et qui a l'air de marcher très bien. C'est un atelier post-jeu en fait. Et quand il y a quelqu'un qui va vraiment pas bien et que vous le sentez, le débriefer, ça s'apprend aussi. Il y a des articles là-dessus qui en parlent, mais en tant qu'orga, si ça vous paraît hyper bizarre, il y a des gens qui peuvent vous l'expliquer. Du coup, vu que je suis en train de parler, je peux vous orienter vers des personnes qui connaissent très bien ça. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont l'air de très très bien connaître, qui peuvent vous en parler. Mais il ne faut pas hésiter en tant qu'orga. Oui, je pointe du doigt. Et là aussi, visiblement. En tout cas, en tant qu'orga, si c'est un truc que vous voulez mettre en place, n'hésitez pas à aller demander à des gens de vous aider. De la même façon qu'il y a des gens qui viennent aider à faire uniquement la cuisine, il y a des gens qui peuvent vous aider uniquement à ça dans votre game design. C'est pas don't be ashamed. C'est pas le mot en français. Parlez en anglais tout. N'ayez pas honte, merci. Donc les discussions et le temps, vous avez tous expérimenté le fait de chatter avec quelqu'un après pendant des semaines après un jeu, parce que en fait c'est un processus aussi de distanciation. D'apprendre à connaître la personne dans la vraie vie pour bien faire la distanciation, genre quelqu'un qui vous a harcelé pendant 2 jours, c'est bien d'apprendre à le connaître en vrai, de se rendre compte que c'est juste quelqu'un de sympa. Mais tout ça, ça se met en place. Il y a en tant qu'organe, on peut assigner des debrief buddies, donc des gens avec qui vous allez devoir entrer en contact régulièrement pour vous débriefer. Et ensuite, chacun a pour consigne, s'il va vraiment pas bien, on remonte ça aux orgas et on en parle. Et je crois que j'ai terminé dans les temps en fait. Ouais, 45. Donc je vous passe la biblio, je pourrais transmettre ça si vous le voulez. Donc biblio rapide parce que j'ai dû faire plein de trucs. Évidemment, cette conférence doit énormément au début à Johanna Kolionen. J'ai quasiment. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit qui sont issues de là. Mais comme je l'ai trouvé qu'en anglais, que j'ai pas vu le truc en français. Plein de remerciements, je suis désolé, donc Michael qui m'a aidé beaucoup et qui m'a encouragé à bien faire ça, l'association Experience et plein d'autres gens qui font des trucs super cool, les auteurs de la vidéo et surtout le dernier truc cool, le petit bingo. Voilà, donc maintenant c'est les petites phrases, il y en a d'autres, donc je pourrais rajouter des lignes s'il y en a qui ont des suggestions, c'est des phrases auxquelles j'ai pensé, c'est des trolls pour certaines. Moi-même j'en ai dit la plupart. Ce serait bien maintenant, comme pour les bingos féministes, d'éviter de dire ce genre de trucs. Comme si les ordinateurs n'avaient pas assez de boulot, ou le bleach j'y crois pas. À force, on va finir par aseptiser le jeu. Interdiction de parler aux autres joueurs avant le jeu. Voilà. What? Voilà, on a débriefé, on a raconté le scénario. Enfin bref, la plupart je les ai dit. Ces trucs-là n'arrivent que dans les GNH Wing. Non, ça n'arrive pas que dans les GNH Wing. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.